C'est moi. Donc bonsoir à tous et à toutes. Oui, merci de me donner la parole dans le cadre de ce festival pour présenter ces archives d'Adrien de Gasparin, archives qui sont bien intrigantes et qui ont une réputation, pas complètement infondée d'ailleurs, de grandes difficultés de lecture, puisqu'en fait, je vous en avais quelques exemples là, ce sont des manuscrits dont certains sont en fait extrêmement en pâte de mouche et extrêmement complexes à déchiffrer. Alors de quoi s'agit-il ? Et pourquoi d'ailleurs je me suis intéressé à Adrien de Gasparin ? Parce que personnellement et de formation, je suis plutôt médiéviste, comme beaucoup d'archivistes. Mais j'avais fait il y a quelques années un petit article sur un épisode un peu curieux de l'histoire des prisons, qui est en fait la création de la congrégation spécialisée dans la surveillance des prisons féminines, qui a connu une grande expansion à la fin du XIXe siècle, au point d'avoir une sorte de monopole de la garde des prisons pour femmes avant la séparation des églises et de l'État. Et c'est un épisode assez étrange au point de vue institutionnel, puisque cette congrégation est issue de la scission de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, congrégation qui existe à Lyon, et qui est spécialisée dans l'enseignement. Donc c'est très étrange. Et en fait, Gasparin n'apparaissait pas directement dans le dossier, mais il apparaissait quand même en arrière-plan, parce qu'à l'époque, il était sous-secrétaire d'État, donc on est à la fin des années 1830, et il avait missionné à Lyon qui est une ville qu'il connaissait quand même assez bien, 2 inspecteurs généraux des prisons, dont un qui est célèbre pour les historiens de l'administration pénitentiaire, qui est Charles Lucas, et qui, en fait, ont vraiment fomenté la séparation entre les 2 congrégations en manipulant un peu les religieuses et puis en utilisant aussi les relais dans les autorités ecclésiastiques qu'ils avaient pour vraiment créer cette institution spécialisée dans un but d'humanisation des prisons, mais aussi avec vraiment une maîtrise de tous les relais d'opinion possibles au niveau local et national. Et donc ce Gasparin, quand je suis arrivé à Lyon, j'ai vu qu'il avait un fonds à son nom et je me suis dit, comme en plus cette histoire est un peu obscure, il faut savoir que les archives de l'administration pénitentiaire pour le début du XIXe siècle ont pour ainsi dire totalement disparu. Je me suis dit peut-être qu'au niveau local, on trouverait des choses sur cet épisode-là et ce serait intéressant. En fait, pas du tout. Mais ce que contient le fonds Gasparin est finalement encore plus intéressant pour l'histoire locale. Alors, je vais parler en archiviste et pas exactement en historien. Alors, l'historien, spécialiste d'une période, spécialiste d'un thème, d'un sujet, met en perspective les faits qu'il peut rassembler et, bien entendu, propose une interprétation de ces faits en fonction des éléments dont il dispose. Moi, en tant qu'archiviste, je suis dans une posture un tout petit peu différente, même si, bien sûr, c'est un sous-ensemble des disciplines historiques. Mon propos va être centré sur les archives. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit les archives de Gasparin, parce que, en fait, quand on tombe sur un fonds comme ça, on a l'impression, et ça arrive parfois à de jeunes collègues aussi, de découvrir un monde nouveau, extraordinaire, et de découvrir l'histoire de cette période-là. Bon, et puis après, quand on lit un peu la bibliographie, on s'aperçoit qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par ailleurs et que beaucoup de choses qui sont présentes dans les archives devraient être relativisées. Donc, c'est surtout l'objet de ma présentation de ce soir, c'est d'abord de donner envie à des gens qui voudraient se plonger dans l'histoire de cette période-là de consulter les archives Gasparin et de donner des clés pour cette consultation, en essayant de montrer au fond quelles sont les différentes pistes qu'on pourrait explorer pour aller plus loin. Et éventuellement d'ailleurs en quoi ces archives présentent des choses qui ne semblent pas avoir été exploitées par ailleurs. Alors, ma présentation contiendra beaucoup de peut-être et de il me semble que pour cette raison-là, puisqu'il me semble justement qu'il faudrait
que des gens se penchent sur ces documents et arrivent aussi à mettre en perspective les différentes informations qu'ils contiennent. Alors, ma présentation se déroulera en 3 parties, c'est assez classique. Une première partie sur, au fond, la personnalité d'Adrien de Gasparin et son influence sur l'histoire lyonnaise. Donc, ce qu'on pourrait appeler aussi une partie remettant en contexte ces documents. Donc, une deuxième partie plus centrée sur une description du fonds Gasparin. Je ne vous lirai pas l'inventaire, il est en ligne sur le site des archives municipales. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, c'est assez facile, encore que le site soit en panne aujourd'hui, et comme la plupart des sites internet de la ville de Lyon. Mais normalement, demain, il fonctionnera très bien. Et puis, troisième partie, j'essaierai d'apporter quelques éclairages sur ce que le fonds Gasparin peut apporter à la recherche. Alors, il n'est pas tout à fait inédit, contrairement à l'impression qu'on pourrait avoir, parce que certains historiens, et pas forcément des moindres, s'en sont servis, à commencer par Rude, l'historien donc des Canuts, qui cite la correspondance de Gasparin et de Thiers, Adolphe Thiers, le ministre de l'Intérieur ou des Travaux publics selon les périodes, qui donc a un rôle direct dans la répression de la révolte de 1834. Je ne pouvais pas sortir les 13 registres, mais vous en avez 3 ici, ouverts à des pages différentes, que je vous invite, après la conférence, à venir voir. Sur la gauche, vous avez un exemple de la petite écriture très serrée d'Adrien de Gasparin, donc qui justifie la réputation d'archives très difficiles à lire. Mais en fait, s'agissant de registres de correspondance, il faut voir que ces registres de la main d'Adrien de Gasparin ou de ses secrétaires ne représentent que la moitié des registres. L'autre moitié est constituée par les dépêches ministérielles qui, elles, sont écrites par des secrétaires ou par tiers. Et donc, ce sont des documents beaucoup plus faciles à lire et qui, en plus, présentent l'avantage d'analyser la prose de Gasparin. Donc, c'est vrai que peut-être que c'est par là qu'il faut commencer quand on veut faire une recherche là-dedans. Regardez d'abord les réponses pour ensuite s'attaquer aux lettres qui, elles, sont en effet assez compliquées à lire. Ensuite, dans le deuxième registre, celui du milieu, c'est en fait un document qui a été saisi dans une société secrète en 1834. Donc une société secrète italienne, fort suspecte, puisqu'elle semble suspecte de fomenter une révolte à Lyon et dans la région. Et je ne pouvais pas ne pas mettre, pour le troisième registre, un exemple de lettre autographe de Adolphe Thiers à Gasparin, puisque, en fait, une des particularités de ce fonds, c'est aussi de contenir beaucoup de documents autographes d'Adolphe Thiers, qui témoignent en grande partie de l'impétuosité de caractère d'Adolphe Thiers, puisque je ne sais pas si c'était si prudent que ça d'écrire ce qu'il a écrit. Enfin, si le vent avait tourné, je ne sais pas comment ça aurait fini pour lui. Alors, première partie, donc, Gasparin et Lyon entre 1831 et 1834. Alors voilà Adrien de Gasparin, donc il n'est pas très beau. Il doit être à la fin de sa vie, donc il est statufié là dans une statue que malheureusement on n'a plus puisque elle est partie à la fonte en 1942. Adrien de Gasparin est originaire de la ville d'Orange et donc c'est là qu'il a été statufié comme un illustre habitant du lieu. C'est un personnage donc qui se fait appeler comte de Gasparin. Parce que en fait, il est originaire du comtat venessin et dans le comtat venessin, ses ancêtres étaient docteurs en droit et ça lui donnait donc le droit de porter la particule. Mais son père était député à la Convention. Donc autant dire qu'on n'est pas dans une famille très conservatrice, on est plutôt dans une famille libérale.
Et d'ailleurs, le début de la carrière de Gasparin se passe sous l'Empire, où en fait il a essentiellement des fonctions militaires. On le trouve à l'armée d'Italie en 1801. Et en 1813, il est nommé à la présidence de l'Assemblée du canton de l'arrondissement d'Orange, enfin du canton et de l'arrondissement d'Orange, ce qui veut dire qu'il occupe une place tout à fait intéressante dans la hiérarchie des notables du Premier Empire. Un Premier Empire où, en fait, pour simplifier le système électoral, Bonaparte avait supprimé les élections, ce qui, en effet, simplifiait les choses, et nommait à la place les représentants dans les assemblées. À la chute de l'Empire, Gasparin ne se reconvertit pas, contrairement à beaucoup de notables qu'on trouve ensuite dans les cadres de la Restauration, de la première et de la deuxième Restauration. Il semble en fait abandonner très très rapidement ses charges publiques et se concentrer sur ses affaires privées. À l'époque, il a une trentaine d'années. J'ai oublié de dire qu'il est né en 1783. En fait, il se consacre plutôt à la science, comme peut se consacrer un notable à cette époque-là, c'est-à-dire il fait quelques recherches sur les antiquités de la ville d'Orange et publie un mémoire là-dessus. Comme il est protestant, il écrit un mémoire aussi sur l'histoire de l'Église protestante réformée de sa ville d'Orange. Il se consacre à la botanique. Alors, on a dans les archives du Muséum d'histoire naturelle une tentative de classification des plantes, donc il adresse à Ampère. Ampère qui lui répond que malheureusement, pour la publication, il faudra attendre un peu parce qu'il n'a pas trop le temps. Enfin bon, ça, c'est sûrement une façon polie de décliner la publication. Il est aussi économiste parce qu'en fait, Gasparin est un personnage qui a de grandes compétences, enfin de grandes convictions plutôt libérales. Et donc, en tant qu'économiste, comme beaucoup de gens, il réfléchit à la question de la pauvreté et de la condition ouvrière. Et il publie alors un ouvrage qu'on n'a pas dans les archives de Lyon, mais qu'on a sur Gallica, donc à la Bibliothèque nationale. Ouvrage sur la propriété et l'épargne ouvrière, où il explique assez doctement, en prenant des exemples qu'il a dû trouver dans des statistiques, comme on en publie beaucoup à l'époque, que finalement, si un ouvrier est prévoyant et en bonne santé, eh bien, au bout d'une trentaine d'années, il devrait avoir un pécule suffisant pour accéder à la propriété. C'est un ouvrage assez étrange d'ailleurs, puisqu'en fait c'est un ouvrage qui est constitué de sortes de tables de calcul où il calcule année par année ce que pourrait donner l'épargne ouvrière, donc vu de son point de vue bien sûr. C'est un personnage qui est ce qu'on appelle un philanthrope, c'est-à-dire qu'il croit à une forme de charité laïcisée par opposition à la charité catholique institutionnalisé. Il est libéral, je l'ai dit. Il est malthusien, puisqu'en fait, il pense aussi que les ouvriers feraient mieux de ne pas avoir trop d'enfants pour pouvoir épargner. Il est contre l'esclavage. Il fait partie des membres de la Société pour l'abolition de l'esclavage dès 1834. Il veut humaniser les prisons. J'ai parlé donc de son travail pour essayer de créer une congrégation spécialisée dans la surveillance des prisons pour femmes, parce que ça correspond à une conviction de sa part que la surveillance des prisons pour femmes par un personnel exclusivement masculin est compliquée et que finalement une congrégation religieuse c'est peut-être moins dangereux que de mettre des hommes ayant pouvoir sur les femmes. Il est aussi à l'origine de la création d'une société, d'un quartier de jeunes détenus à la prison de Perrache en 1832. Il est membre, enfin, de la Société de la morale chrétienne, qui, contrairement à ce que son nom indique, est plutôt une société qui prône des actions laïques en matière d'assistance sociale.
C'est une société qui a eu un rôle important sous la Restauration pour promouvoir justement les thèses libérales contre je dirais le parti du gouvernement qui était plutôt conservateur, voire très conservateur. Il a néanmoins une position très claire sur l'aide sociale, et ça c'est important de le savoir parce que ça éclaire aussi pas mal son action après. Donc pour lui, dans un rapport au roi qu'il publie en 1837, alors qu'il est qu'il est sous-secrétaire d'État à l'intérieur, un rapport au roi sur les hôpitaux, les hospices et les services de bienfaisance, il préconise la réduction massive des dépenses d'aide sociale. En effet, pour lui, cet argent est préjudiciable aux finances publiques, mais aussi il présente une puissante excitation à la paresse et à l'imprévoyance. Voilà, donc le portrait de Gasparin en quelques mots. Bien sûr, le passage à Lyon de Gasparin, alors c'est aussi un personnage, pour terminer quand même sur le portrait de Gasparin, c'est aussi un personnage qui a un rôle important aussi dans la vie culturelle et artistique. Il est fréquemment cité dans les correspondances d'écrivains. Lui, sa femme et ses enfants sont fréquemment cités dans les correspondances d'écrivains, plutôt à Paris qu'à Lyon, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine influence dans les milieux, je dirais, éclairés. Alors, donc son passage à Lyon, c'est finalement un tremplin pour sa carrière, parce qu'en fait, je disais qu'en 1815, il abandonne toutes ses fonctions publiques, il se concentre donc sur la gestion de ses biens familiaux du côté d'Orange. En 1830, il est nommé très rapidement préfet de la Loire, puisque le décret de nomination est du 20 août 1830. C'est un moment où il y a un grand mouvement préfectoral, parce que la Révolution fait quand même que le nouveau régime n'a pas trop confiance dans les cadres du précédent régime. Même c'est quelque chose de très frappant, on le verra. Il y a une très forte opposition entre le nouveau régime, qui craint énormément la résurgence des légitimistes. C'est même leur premier ennemi, bien plus dans un premier temps que les républicains. Donc il est nommé préfet de la Loire le 20 août 1830 et en fait il est muté en Isère à Grenoble donc dès le 20 septembre 1830. Donc il ne reste pas longtemps dans la Loire. Et en Isère, il va rester jusqu'en décembre 1831. Après son passage à Lyon, il va devenir sous-secrétaire d'État à l'intérieur en 1835, rester à différentes fonctions ministérielles jusqu'à la fin des années 1830, et ensuite, tout en restant pair de France, c'est-à-dire en fait un peu l'ancêtre du Sénat, il va siéger dans différentes commissions relativement importantes, comme le Conseil supérieur des établissements de bienfaisance en 1841, la commission sur la colonisation de l'Algérie en 1842 et la commission supérieure des chemins de fer en 1842. Sa carrière, en fait, s'interrompt assez brutalement à la Révolution de février 1848, mais le Second Empire réussit un peu au début à le récupérer pour des fonctions, je dirais, dans des commissions, notamment à l'Institut national agronomique en 1851, et puis dans la section d'agriculture et d'industrie de l'exposition universelle de 1855. Par la suite, restant fidèle aux Orléans, il se désiste de toutes ses fonctions, et puis il est déjà assez âgé, et il meurt en 1862. Donc le passage de Gasparin a été quelque chose d'important pour sa carrière, et la réciproque est vraie, parce que Gasparin a eu un rôle important dans l'histoire locale. Alors, Lyon en 1832, voilà, ça c'est le plan de Lyon dessiné par Gasparin, enfin qui a fait appel bien sûr à un dessinateur professionnel. Donc au moment où Gasparin arrive en 1831, Lyon c'est la deuxième ville du Royaume de France. Elle compte 134 000 habitants dans la ville proprement dite, 180 000 dans l'agglomération qui inclut donc la Croix-Rousse, Vèze
et la Guillotière. D'ailleurs, dans le plan de Gasparin, vous avez ici donc la commune de Vèze, ici la Croix-Rousse et ici l'énorme commune de la Guillotière qui n'est pas encore totalement urbanisée. La ville de Lyon étant restreinte à la presqu'île et à l'actuel 5e arrondissement. Par ailleurs, sur le plan, vous voyez deux curieuses communes qui ont failli être créées, la commune de Saint-Clair et la commune de Serein, qui devaient être détachées de la Croix-Rousse et qui finalement ne l'ont pas été. Donc ce plan a été conçu dans un dessin bien particulier, je reviendrai dessus, mais je pense qu'il donne quand même une image d'ensemble de la ville de Lyon et des préoccupations de Gasparin aussi, puisque vous verrez apparaître en foncé les fortifications qui signalent bien quelles sont les préoccupations du préfet au moment où il fait rédiger ce plan. C'est une ville industrielle, mais ça vous le savez, marquée donc par le système de la fabrique, qui associe des fabricants ou négociants et des chefs d'atelier et leurs compagnons. On compte 400 fabricants pour 30 000 ouvriers. Alors je vais être rapide sur le récit de l'insurrection de 1831. Simplement pour vous dire qu'on a dans le fond des sources assez amusantes sur la communication préfectorale. En fait, vous ne pouvez pas très bien lire, j'en suis désolé, mais c'est la facture de l'imprimeur pour toutes les affiches qui ont pu être produites par la préfecture pendant la période d'octobre-novembre 1831, avec donc la liste de tout ce qui a été affiché. Le fond est peu dissert sur cette période-là, puisque Gasparin n'est pas encore préfet du Rhône. Donc je rappelle en fait qu'en octobre 1831, donc on a ici une affiche du prédécesseur de Gasparin qui annonce l'ouverture de négociations entre fabricants et chefs d'atelier, puisqu'en fait, en 1831, la conjoncture étant relativement favorable, les chefs d'atelier souhaitent une revalorisation du tarif à leur profit, ce que refusent les fabricants. Dans un premier temps, ils semblent obtenir gain de cause, et puis en fait, ils s'aperçoivent que le tarif n'est pas respecté, ce qui déclenche leur colère, avec différentes affiches qui finalement témoignent à la fois des troubles, donc affiches que vous trouverez facilement sur notre site internet, puisqu'elles sont intégralement numérisées. Donc le préfet Bouvier-du-Mollard, au début, tente la conciliation entre les parties. Puis il est désavoué, ce qui, évidemment, le met en position très compliquée. Il est même pris en otage, puis relâché. Et comble de complications pour lui, eh bien, en fait, le général commandant les troupes décide d'abandonner Lyon et de laisser la place aux insurgés. Malgré tout, le préfet est toujours sur place et cohabite avec les autorités mises en place par les canuts. Donc c'est évidemment une période très compliquée et en fait ça finit mal pour Bouvier-du-Mollard qui en fait est révoqué. Et à la place, eh bien, donc, Gasparin est installé en provenance de l'Isère. Il est d'abord dit préfet provisoire pendant tout le mois de décembre. Je ne sais pas très bien pour quelle raison administrative obscure. Il n'est pas nommé immédiatement préfet. Mais en tout cas, il fait fonction immédiatement de préfet. On ne parle plus de Bouvier-du-Mollard, si ce n'est un peu plus tard, parce que Bouvier-du-Mollard, qui est estimé injustement traité, se répand dans la presse parisienne sur la situation à Lyon dans les années 1832-33. Donc, la politique de Gasparin prend le contre-pied total de celle de son prédécesseur. Son prédécesseur avait donc tenté cette négociation d'un tarif. Gasparin révoque totalement ce système-là et engage très rapidement une politique plutôt policière.
avec, on le verra, des actions assez efficaces pour réprimer le mouvement ouvrier. C'est néanmoins le moment où justement le mouvement ouvrier se structure, puisque il y a la publication de l'Écho de la Fabrique, qui donc est un lieu aussi de, je dirais, d'élaboration intellectuelle autour de ce mouvement. C'est le moment, et le fonds Gasparin en témoigne bien, du développement de sociétés de secours mutuels et de coalitions de chefs d'atelier pour faire pression sur les prix, sachant qu'on est dans un contexte où normalement les associations ne sont pas autorisées. C'est aussi le moment où se développent des propos hostiles au régime en place, avec la circulation d'éléments subversifs en provenance, enfin locale bien sûr, mais aussi en provenance de pays limitrophes que Gasparin surveille. On pense notamment à la Savoie, qui est alors rattachée au royaume de Piémont-Sardaigne, mais aussi à l'Espagne, qui semble être connectée à Lyon par la vallée du Rhône et Marseille, avec des éléments dits carlistes qui préoccupent beaucoup le préfet et le pouvoir central. Alors les carlistes, ce sont en fait les légitimistes. Et cette appellation fait écho à une querelle dynastique en Espagne à ce moment-là, entre ceux qui soutiennent le maintien de la loi salique et donc l'accession au trône de Don Carlos, qui est un cousin de la jeune reine Isabelle, très jeune reine, et donc les partisans de la reine Isabelle qui, eux, soutiennent un régime où les femmes peuvent hériter du trône. Et donc les carlistes sont des traditionalistes. Et bien sûr, le régime de Juillet les rapproche de ceux qui défendent le légitimisme en France. Donc cette période est agitée. Elle est marquée aussi par des conflits autour des élections au Conseil de Prud'homme, par une grève en février 1834 qui aboutit à des incidents violents qui font l'objet... Enfin, et surtout grève qui fait l'objet d'un procès en avril 1834, procès qui est extrêmement militarisé, puisque Gasparin, prévoyant des troubles, a fait rassembler une troupe très importante à Lyon, notamment autour de Saint-Jean, de la place Bellecour et des ponts, pour prévenir les troubles et sans doute aussi pour les réprimer. Un incident fait éclater une émeute qui se déroule de manière très différente de celle de 1831, puisque contrairement à 1831 où l'armée abandonne très largement Lyon, là, le principe est plutôt de tenir les positions et de les tenir jusqu'à ce que des renforts arrivent pour pouvoir mieux écraser les insurgés. Donc là, nous avons une carte qui ne fait pas partie du fonds Gasparin, mais qui est très illustrative et très parlante, avec donc les zones en bleu qui sont les zones tenues par l'armée et les zones en rouge qui sont en fait celles des insurgés. Donc c'est une géographie qui est relativement connue puisque bien sûr la Croix-Rousse... Alors la Croix-Rousse fait un peu exception à ce que je vous ai dit puisque là, pour le coup, l'armée évacue très largement la Croix-Rousse, laissant essentiellement le maire et quelques adjoints plus le secrétaire de mairie pour gérer la commune qui est en fait aux mains des insurgés. Mais pour les autres localités, notamment Lyon et la Guillotière, il y a une présence militaire très, très importante. Donc petit à petit, au cours de ce qu'on appelle la semaine sanglante, qui commence le 9 avril 1834, l'armée va petit à petit reprendre les positions qui ont été prises par les insurgés de manière assez méthodique, en commençant par Vèze, puis la Guillotière, qui est en fait le lieu d'arrivée des troupes de renfort, puis le centre de Lyon et enfin la Croix-Rousse. Le bilan de cette affaire-là est terrifiant puisqu'il y a plusieurs centaines de morts. Et on peut dire que la révolte est matée. Ça se termine en fait de manière assez différente selon les protagonistes. Pour les insurgés, eh bien, en fait, bien sûr, il y a la révolte qui est matée. Ça se termine aussi en procès, avec un procès dit procès monstre à la Cour des Pairs, donc à Paris,
procès qui en fait sera plutôt un échec, un succès en demi-teinte, c'est-à-dire que l'accusation réussit à finalement éluder un peu les responsabilités des différents responsables publics et à concentrer le propos sur celle des insurgés. Mais du côté du fait de l'évasion d'un certain nombre de personnes, en fait, les vrais meneurs de la révolte ne sont pas jugés. Et donc, c'est un demi-échec pour le régime. Pour Gasparin, en revanche, cette affaire-là est un succès puisqu'il gagne sa promotion à la pairie. Donc, il devient membre de la haute assemblée de la monarchie de Juillet. Il est commandeur de la Légion d'honneur et un an après, il devient secrétaire d'État. Donc le fonds Gasparin, en fait, a été constitué dans le contexte de ce procès de 1835, très probablement. Parce que si on fait une analyse un peu archivistique des choses, on voit qu'en fait, ce ne sont pas des papiers de famille. Il y a très très peu de documents familiaux. Il y en a un ou deux, mais vraiment c'est marginal. Les papiers de famille de la famille Gasparin sont aux archives municipales d'Orange, sous la cote 130Z. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on y voit quantité d'éléments sur justement toute une dynastie de notables. C'est en fait vraiment un fonds constitué exclusivement de papiers de fonction du préfet et certainement d'une sélection parmi les papiers de fonction du préfet, puisque les archives départementales du Rhône conservent aussi dans la série M beaucoup de documents relatifs à ces événements et qui sont bien sûr des documents préfectoraux. Donc on peut imaginer que Gasparin a vraiment choisi des liasses pour les emmener à Paris avec lui. D'ailleurs, ces liasses auraient dû se trouver dans la fameuse série M des archives départementales, mais le destin finalement archivistique a été différent pour ces documents. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'à la fin de sa mission de préfet à Lyon, et compte tenu du contexte du procès, et peut-être aussi quand même de la nécessité d'assurer ses arrières, parce qu'on ne savait pas très bien comment les choses allaient tourner, et peut-être que finalement le ministre se serait défaussé sur les responsables locaux, sait-on jamais. Donc Gasparin a constitué un lot de pièces justificatives. Ces pièces justificatives l'ont suivi partout, à Paris, puis à Orange, dans sa maison de famille. Et en 1914, on a trace de ces papiers dans les archives des archives de Lyon, parce que, en fait, parallèlement, un marchand de fosses sceptiques et un brocanteur saisissent le maire de Lyon de l'existence de ces papiers et que ce serait peut-être une bonne affaire pour la ville de Lyon de les acheter. L'un et l'autre se proposent de servir d'intermédiaire pour l'acquisition. Alors Édouard Herriot, qui est évidemment très sensible à l'histoire de la Révolution et des révoltes de Lyon, évidemment voit un grand intérêt à ça et missionne son archiviste qui s'appelle Rochex pour aller voir ce qui se passe à Avignon. Mais Rochex, en fait, est un peu prudent et je le comprends parce qu'à sa place, j'aurais fait la même chose. Il explique à Édouard Herriot qu'en fait, ça devrait être aux archives départementales parce que ce sont des papiers préfectoraux et normalement, les archives d'un préfet, ça va aux archives départementales. Et on a la réponse d'Herriot qui dit « Mon avis est avant tout qu'il faut faire entrer les documents, que M. Rochex aille à Avignon négocier l'affaire. On la fera ensuite régulariser par le conseil municipal sans insister sur le contenu de ces papiers et en disant seulement qu'ils sont intéressants pour les archives. » Voilà, ces documents sont achetés pour 1000 francs, ce qui est une somme importante, mais pas tant que ça, parce que Rochex a bien négocié. Le vendeur proposait les registres pour 2000 francs, et donc il a obtenu un rabais très important. Alors ce sont des documents qui, malgré leur prix d'achat, assez élevé pour l'époque, ne paient pas spécialement de mine, puisque, en fait, on a des liasses de correspondance qui ont été reliées sur onglet. Donc relié sur onglet, c'est essentiellement des fausses reliures. On colle un bord des lettres sur des onglets qu'on met ensuite dans un registre de manière que personne ne puisse distraire ces registres, enfin ces pièces du registre. C'est une manière très 19e siècle de prévenir le vol. On fait peut-être un peu moins ça dans les archives aujourd'hui parce que ça abîme les documents.
mais ça a le mérite d'être efficace, au moins pour éviter la dispersion. C'est par contre pas très adapté quand on a des documents grand format, et vous pourrez le voir, il y a des documents pliés d'un peu partout, parce que en fait c'est un peu problématique quand on a des registres qui ne sont pas assez grands. Bon, les reliures ne sont pas belles du tout, c'est ce qu'on appelle des demi-reliures avec de la toile, tout à fait ordinaire. Mais ça a sûrement permis aux documents de circuler beaucoup sans être dispersés. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? On trouve un registre sur la situation administrative de Lyon, parce que Gasparin s'est beaucoup préoccupé de l'organisation de la ville, qu'il trouve complètement inefficace. Vous avez vu ce découpage en 4 communes. En fait, la police à Lyon relève du préfet et du maire. Et donc, quand le commissaire doit faire quelque chose, il doit en référer aux 2. Et en plus, il n'a pas affaire à un commissaire, mais il a affaire à 4 commissaires, dont un qu'il estime bien, qui est le commissaire de la ville, de Lyon, et puis 3 autres qu'il estime incompétents, qui sont ceux des communes plus petites. Ensuite, on a 4 registres de courrier, de minutes de courrier adressés au ministère de l'Intérieur. Donc, ce sont les fameux documents très difficiles à lire, donc qui sont célèbres pour ça. Et puis, on a 5 registres de courrier reçus du ministère de l'Intérieur, avec une correspondance à peu près complète sur la période. Il ne manque que l'été 1834, donc sans doute avec des pertes involontaires. Et parmi ces registres, on a des lettres de Adolphe Thiers. Donc Adolphe Thiers qui ne ressemble pas à l'époque au personnage qu'on a souvent en tête, chenu, solennel, des portraits de la Troisième République. Donc là, c'est Daumier qui s'en moque un peu, évidemment. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne caricature assez représentative de ce que devait être le personnage, parce que même à lire ses courriers, on voit que c'est quelqu'un qui doit être très volubile et qui répète 1000 fois la même idée pour expliquer un point au préfet. Donc à ces premiers registres s'ajoute un volume de correspondance avec les autorités locales, un volume de témoignages et de rapports sur les événements d'avril 1834, avec des rapports demandés spécialement par le préfet. Donc c'est quand même très significatif de la raison pour laquelle ce fonds a été extrait des archives de la préfecture. Et un volume de correspondance avec le maire de Lyon. Alors, certainement que ce fonds de correspondance a sa contrepartie dans d'autres fonds d'archives. Et il est évident que si on devait comparer les minutes de Gasparin avec les réponses ministérielles, il faudrait aussi le regarder ce qui a été effectivement conservé dans les archives du ministère de l'Intérieur, donc aux archives nationales, dans la série F7. Il y a aussi dans les archives de la ville de Lyon la série I qui est consacrée à la police et qui comprend des documents qui sont certainement très complémentaires de ceux de Gasparin. On a aussi bien sûr les actes du procès monstre qui ont été publiés. Donc procès monstre, c'est son surnom, c'est en fait un procès devant la cour des pairs, donc la formation judiciaire de la chambre des pairs. Vous trouverez un inventaire, donc, je pense un peu plus détaillé que ce qu'on avait auparavant, de ce fonds sur notre site internet, puisque j'ai essayé, dans le cadre de cet inventaire, de présenter mois par mois les différentes thématiques abordées, à défaut de pouvoir faire une indexation à la pièce qui, elle, aurait été beaucoup trop ambitieuse. Alors, dernier point, qu'est-ce que le fonds Gasparin peut apporter à l'histoire ? Moi, je vois quatre grands apports, mais je pense qu'il y en a certainement beaucoup d'autres. Le premier, c'est un apport sur la situation politique et sociale à Lyon pendant la crise de 1831-1834, puisque Gasparin, comme je disais, en fait, il a un petit arrière-fond qui est aussi celui de son temps de sociologue et d'économiste, et donc qui s'intéresse quand même de façon assez fine à l'évolution des quartiers. Donc là, on retrouve le plan.
de ce rapport du 27 novembre 1833 dans lequel non, c'est 32, il y a une erreur dans mon PowerPoint, c'est 27 novembre 1832, où il préconise la fusion de la ville et de ses faubourgs, donc mentionnés en rouge, pour des raisons à la fois sociologiques, policières, financières et urbanistiques. Dans les pages de ce rapport, donc, qui n'est pas de la main de Gasparin mais d'un secrétaire, on voit en fait une analyse des évolutions sociologiques des différents quartiers. Donc, il analyse l'évolution de Saint-Georges et de la Croix-Rousse. Il explique qu'en fait les ateliers migrent du centre de Lyon vers la Croix-Rousse parce que les locaux ne sont plus adaptés dans le centre de Lyon et que la Croix-Rousse l'est davantage. Il évoque aussi les faubourgs comme la Guillotière. Il évoque aussi un problème majeur de la main-d'œuvre lyonnaise qui en fait est trop chère parce qu'elle a pris de mauvaises habitudes alimentaires, elle mange trop de viande. Et en fait, si elle mange trop de viande, c'est parce qu'on donne trop d'argent aux ouvriers. Voilà, ce qui explique donc la position de Gasparin sur un certain nombre de sujets. La police est un sujet de préoccupation majeur du préfet. Alors, encore une fois, j'illustre mon propos à partir de ce fameux rapport, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on trouve en filigrane dans la correspondance de manière absolument récurrente. Et là, donc, avec une vision qui fait penser à nos modernes tableaux Excel de contrôle de gestion, il dresse des ratios concernant le traitement du commissaire rapporté au nombre de personnes à surveiller. Et il constate en fait que le commissaire de la Croix-Rousse est spécialement mal payé, puisqu'en fait, au regard du nombre d'ouvriers à la Croix-Rousse, il ne perçoit que 0,16 francs par an, tandis que celui de Vèze est extrêmement bien payé, puisque lui est à 71 centimes par ouvrier surveillé par an. Donc c'est presque caricatural, mais ce sont des arguments qu'il essaie de faire valoir pour unifier la gestion de la police et unifier la ville aussi. Il a de bonnes relations avec le commissaire de police de Lyon, je l'ai dit, et il dispose aussi d'une police parallèle grâce à des fonds spéciaux dont il dresse un compte d'emploi mensuel. Compte d'emploi qui n'est pas toujours d'une grande précision, mais qui sans doute gagnerait à être exploité parce que ça donne quand même des idées sur les agents qu'il peut exploiter, enfin qu'il peut utiliser. Alors les agents secrets, il en a visiblement plusieurs. Certains sont nommés et d'autres pas. Donc peut-être que par recoupement, on pourrait arriver à savoir où il recrute ses agents, mais en tout cas c'est assez intéressant. Voilà, et puis parfois, en fait, il y a des imposteurs. Donc là, on a en fait un courrier du préfet de police transmis par le ministère de l'Intérieur, puisque le principe est hiérarchique. Donc le préfet de police n'écrit pas au préfet de Lyon, il écrit au ministre qui ensuite envoie copie au préfet du Rhône. Et donc le préfet de police signale qu'un personnage se présente comme agent secret missionné par la préfecture, une préfecture d'un département du Sud. Et en fait, ce personnage n'est absolument pas agent secret, c'est un escroc qui essaie de profiter des fonds secrets de la police. À travers la correspondance, on voit aussi un lien particulier avec les élites parisiennes. Notamment, on voit que Gasparin, qui avait des relations privilégiées avec Guizot dès avant 1830, est en correspondance parfois un peu indirecte avec le duc d'Orléans, donc le fils du roi des Français. Donc là, c'est pas forcément très agréable ce qu'il reçoit comme nouvelle, puisque en fait le duc trouve que Gasparin est un peu trop, je dirais, complotiste. Il voit des complots partout et le duc d'Orléans, donc on est en mai 1832, estime que c'est vraiment exagéré. Et donc il passe par le truchement d'une relation commune pour lui faire un certain nombre de reproches amicaux, mais qui sans doute font un peu froid dans le dos quand on est préfet du Rhône, parce que ça peut vouloir dire une révocation. Alors il faut savoir que Gasparin en fait a eu
Une période vraiment de grâce à son arrivée, parce que, donc, évidemment, c'est l'homme de la répression. Il s'entend extrêmement bien avec Casimir Périer, mais Casimir Périer a le mauvais goût de mourir pendant l'épidémie de choléra, donc au printemps 1832, et d'être remplacé par un ministre avec lequel il s'entend beaucoup moins bien, qui est Montalivet. Et donc c'est pendant cette période-là que le duc d'Orléans lui écrit, donc ce n'est pas forcément un hasard. Mais à l'automne 1832, alors là commence une période faste pour Gasparin, puisque en fait il va se retrouver en lien avec Adolphe Thiers, et Adolphe Thiers et lui s'entendent extrêmement bien. À certains égards, alors j'aime pas trop l'idée qu'il y ait une préfiguration, mais d'une certaine manière, c'est un peu ça. Il y a quand même là l'idée une certaine réflexion tactique qui a peut-être resservi dans le cadre d'autres événements 40 ans plus tard, avec la Commune de Paris. Alors il y a de nombreuses lettres autographes d'Adolphe Thiers. Donc qui dit lettre autographe d'un ministre veut dire que peut-être qu'on n'a pas l'enregistrement de ces courriers dans la correspondance officielle du ministère. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment très intéressant parce que ça témoigne d'une relation personnelle entre le préfet et le maire. Les autographes de Thiers prennent deux formes, soit des post-scriptum très développés après la lettre officielle, soit des lettres qu'il adresse spontanément au préfet. Je vais vous montrer quelques exemples d'autographes. Donc spécialement pendant la semaine sanglante. Donc le 10 avril 1834, c'est vraiment au début de la semaine sanglante, il y a des combats assez violents. Gasparin, en fait, la veille, a écrit au ministre pour dire qu'en fait, il y avait quelques barricades, mais qu'on avait déjà tout démonté. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Et donc Thiers lui écrit pour lui dire envoyez-moi des nouvelles, et de préférence fréquentes et brèves, plutôt que longues et espacées, et si possible par le télégraphe. Alors le télégraphe, c'est le télégraphe de Chappe qui en fait fonctionne très très bien, sauf précisément pendant la semaine sanglante, au début où les insurgés coupent la communication avec Lyon, et donc il faut passer par Villefranche pour envoyer des dépêches à Paris, mais malgré tout, parce que le sous-préfet de Villefranche mobilise la garde nationale, la communication passe. Le 11 avril, alors on a une phrase d'anthologie, parce que Thiers écrit « Le sang français a coulé, nous en sommes désolés, mais le roi et le conseil me chargent de vous témoigner la satisfaction du gouvernement pour les énergiques mesures, etc. » Le 13 avril, il est question d'évacuer le Vieux-Lyon pour se concentrer sur la répression à la guillotière. Et le ministre dit à Gasparin, non, surtout ne cédez pas, restez, tenez vos positions, vous aurez des renforts. Et finalement, c'est ce qui se passe. Et puis, alors on est après les événements, mais vous imaginez quand même le retentissement que ça peut avoir. Le 19 avril, Thiers écrit une très très longue lettre sur le lien entre le préfet et le ministre. Il insiste sur la communication télégraphique et il insiste assez lourdement sur la notion de responsabilité. C'est-à-dire, si vous me rendez des comptes, je prendrai mes responsabilités, mais si vous ne me rendez pas des comptes régulièrement, alors je vous laisserai tomber. C'est à peu près ça l'objet de la lettre, et ça prend des pages et des pages. Voilà, et puis alors, il y a celle-ci que je trouve très révélatrice aussi du lien entre le ministre et le préfet. Donc le 1er mai 1834, un personnage du nom de Pététin est censé être reçu par Gasparin. Donc il reçoit une lettre officielle du ministère disant « Vous aurez soin de recevoir Monsieur Pététin, de lui donner les éléments nécessaires à son voyage ». Donc ça, c'est la lettre officielle. Et puis là, vous avez la missive de Thiers qui dit « Surtout ne tenez pas compte de la lettre officielle. Quand vous le voyez, mettez-le en prison ». C'est presque du vaudeville, parce qu'en fait, c'est presque caricatural. Oui.
Donc il a gardé l'enveloppe, donc c'est bien le signe que le préfet quand même était quelqu'un d'extrêmement prudent. Donc le fond regorge en fait d'informations sur des complots réels ou supposés. Je parlais tout à l'heure du duc d'Orléans qui reproche à Gasparin son insistance sur les complots. Il faut dire quand même qu'il n'est pas aidé, hein, puisque en arrivant, il doit surveiller les auteurs d'une médaille d'Henri V. Ensuite, il y a des Polonais, puisque à Lyon s'organise le bazar polonais, donc il faut surveiller les Polonais. Il y a les retombées de l'affaire de la duchesse de Berry, avec tout le milieu catholique jugé pro-légitimiste qui s'agite. Et donc Gasparin surveille toutes les initiatives des catholiques. D'ailleurs, il interdit la messe de minuit en décembre 1831, parce qu'on ne sait jamais quel trouble à l'ordre public pourrait en résulter. Donc je n'ai pas besoin de vous dire que ses relations avec l'archevêque ne sont pas excellentes. Il surveille d'ailleurs Pauline Jaricot et le Rosaire vivant, parce que ça, c'est quand même très clérical, donc peut-être légitimiste. Il surveille les sociétés secrètes, donc je vous en ai donné un exemple là que vous pourrez voir. En fait, il a un regard policier, au point d'ailleurs que Casimir Perier lui écrit en disant la vraie police, c'est bien sûr de savoir tout ce qui se dit, mais de ne tenir compte que de ce qui en raison est fondé. Gasparin, en fait, se méfie à la fois de sa droite, donc les légitimistes, et de sa gauche, les républicains, au point d'ailleurs de parler régulièrement dans sa correspondance de complot carlo-républicain, ce qui n'est peut-être pas... il faudrait voir quel fondement il y a derrière. Est-ce que c'est juste les fantasmes ou les inquiétudes du préfet qui parlent, ou est-ce qu'il y a vraiment un fondement, une alliance entre ces deux tendances? C'est quelque chose qui mériterait d'être un peu creusé. Alors, avec cette surveillance très large, le fond est aussi très intéressant au point de vue biographique, même si ce n'est pas une source de premier ordre, de premier rang dans la recherche biographique, puisque comme il surveille beaucoup de gens, il y a évidemment beaucoup de noms de personnes ayant un engagement réel ou supposé. Je pense aussi, donc j'ai parlé des relations avec le ministre, que ce fonds est très intéressant sur le fonctionnement concret de l'administration locale. Alors on le voit parce qu'il y a les dépêches télégraphiques, donc qui montrent un processus de transmission de l'information entre Paris et Lyon et l'inverse. D'ailleurs, parfois, le préfet du Rhône, c'est très intéressant aussi sur le fonctionnement concret de l'administration et le relais de dépêches télégraphiques qui sont adressées à des préfectures qui ne sont pas reliées au télégraphe. Et donc, il est prié d'envoyer un coursier, par exemple, dans la Haute-Loire, qui n'est pas lié au télégraphe. C'est aussi donc un témoignage sur l'usage des fonds secrets, puisqu'on a donc ces comptes d'emploi qui ne sont pas forcément si faciles à trouver par ailleurs. C'est bien sûr un témoignage sur les relations entre l'État et la ville de Lyon au moment justement un peu tendu de ces révoltes, où on voit que les rôles ne sont pas si clairs. Et en fait, je pense que de ce point de vue-là, le fonds pourrait aussi gagner à être étudié sur les relations entre finalement le représentant de l'État et ces collectivités qu'on n'appelle pas encore territoriales, mais qui ont quand même leur propre politique. Voilà. Alors moi, je pense, la grosse question que j'ai, c'est en voyant ce fonds, c'est en fin de compte, en quoi est-il représentant? Enfin oui, il doit l'être, il est représentatif sûrement des échanges d'informations entre l'administration centrale et le niveau local. Dans quelle mesure le préfet est-il une courroie de transmission complète? Quelle sélection fait-il dans les informations? Dans quelle mesure confirme-t-il les biais de ses interlocuteurs? Parce qu'il y a vraiment un biais idéologique chez lui, mais aussi chez ses interlocuteurs. Donc ce sont des biais qui, à force de se renforcer, vont quand même finir par privilégier une approche
militarisé de la gestion de la crise. Donc c'est quand même intéressant du point de vue de la décision politique, finalement, de voir comment se passent les choses. Et finalement, quelle est la relation de confiance entre ces différents niveaux? Est-ce que, par ailleurs, l'administration centrale, ça ce serait une enquête à mener au niveau des archives nationales, dans les fonds ministériels, est-ce qu'elle fait totalement confiance à Gasparin, comme Thiers semble le dire? Thiers ne cesse de tarir d'éloges sur Gasparin dans ses lettres, mais qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'il y a d'autres canaux d'information qui ne sont pas préfectoraux? Voilà, je terminerai donc par un vœu. Vous l'avez compris, mon souhait serait évidemment que les chercheurs se plongent dans ce fonds Gasparin. Et puis peut-être par une proposition plus modeste et qui pourrait se concrétiser d'une manière ou d'une autre, qui serait en fait d'éditer ces fameux autographes de Thiers, procurant une édition critique de ces documents qui me semble avoir un très grand intérêt sur l'histoire de la révolte des Canuts et aussi de la monarchie de Juillet. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?